Magazine Auto Plus. Il faut savoir que les pneus hiver ne sont pas efficaces que sur la neige, son efficacité elle commence en dessous de 7 degrés. C'est-à-dire même si on a une route mouillée, on va plus court avec un pneu hiver qu'avec un pneu été. C'est vrai qu'en France on n'a pas forcément beaucoup de neige, mais par contre, température négative ou proche de zéro, on en a régulièrement et dans ces cas-là, le pneu hiver est déjà plus efficace. Donc faudrait le rendre obligatoire. Pour moi, oui, en tout cas, on éviterait évidemment beaucoup d'accidents, on éviterait des bouchons, engorgement des routes. Quelque chose qui est quand même mal en France, c'est que même les services de secours ne sont pas équipés de pneus hiver. Donc, il faudra peut-être commencer par là déjà. Si tout le monde est équipé en pneus hiver, on aura évidemment beaucoup moins de soucis de circulation comme on peut avoir en ce moment. On a tendance, nous, à vouloir systématiquement dégager la neige. On est très bons consommateurs de sel. Le problème, c'est qu'on va soit découvrir la glace qui est dessous, soit faire une espèce de soupe. Si vous allez dans les pays nordiques, par exemple, où on ne va pas du tout saler, on va juste tracer la route dans la neige, on va juste l'étaler, vous avez de la neige tassée. Là-dessus, un pneu hiver, c'est exceptionnel, c'est vraiment parfait. Alors après, l'obligation, le problème, c'est que ça implique un coût. Donc voilà, un pneu qui vaut 100 €, on va être à 130 € pour un pneu hiver. Mais il ne faut pas oublier que l'idée est d'utiliser ce pneu hiver 6 mois de l'année. Pendant ces 6 mois-là, vos pneus été s'usent pas. Donc au final, sur 4 ans, ça vous coûte 15% de plus. Mais les conditions qu'on a eues cette année, les pneus hiver sont indispensables pour rouler en sécurité et éviter d'engorger les routes. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne les rend pas obligatoires? Le problème, c'est que le gouvernement, je pense, ne sait pas ce qu'est un pneu hiver. Même un ministre qui nous a même dit que les pneus hiver abîmaient les routes. Sauf qu'il a juste confondu pneu hiver et pneu foot. Un pneu hiver, on dit pas l'autre. Un pneu hiver, c'est la gomme est plus tendre et qu'on a un système de lamelles histoire d'adhérer à la neige. Mais en tout cas, il n'y a pas d'action mécanique de la part de clous en métal. Jérôme Fombel, responsable du laboratoire de test au magazine Auto Plus, il répondait à Mathilde Lemaire. France Info en Bourgogne, à Maxence sur 104, Chalon-sur-Saône sur 105. Et dans le monde et sur franceinfo.fr. France Info 16h15. L'essentiel de l'actualité, alerte orange au vent violent dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, alerte orange au Bergla dans 19 départements du quart nord-ouest de la France, de la Manche jusqu'à l'Aisne. Situation toujours délicate dans l'Hexagone avec de la neige également dans le sud-ouest. Résultat, 60 000 foyers toujours privés d'électricité du nord au sud, des transports encore perturbés, aucun train notamment en Picardie. Le métro circule mal aussi à Paris, notamment sur la ligne 6. Sur les autoroutes en Ile-de-France, le trafic est complètement bloqué sur l'autoroute A1 et sur l'autoroute A3 en direction de Roissy. Roissy où il faut compter 2 heures de retard pour les vols, une demi-heure de retard en moyenne pour les vols à Orly. À noter qu'en Normandie, la nationale 13 est toujours impraticable entre Cherbourg et Caen. Nouveau réglementaire à Marseille, le troisième en moins de 2 semaines, situé avec le milieu de matinée dans les quartiers nord de la ville, la cité des Bleuets, il y a 2 morts et un blessé. 4,5 milliards d'euros de déficit. Comment sauver le régime de retraite complémentaire pour le secteur privé? La question reste pour l'heure sans réponse. Syndicats et patronat discutent cet après-midi encore pour ce qui est censé être la toute dernière séance de négociation. Le sport, le football, le Barça a repris l'avantage hier en battant le Milan AC 4-0. Barcelone est donc qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, tout comme les Turcs de Galatasaray. 2 matchs ce soir en 8e de finale retour. Porto contre Malaga, Bayern de Munich contre Arsenal. Un monde d'infos au Vatican, au Bénin et en Allemagne. Un quart d'heure d'actualité internationale consacrée au conclave, à l'émergence de nouveaux lieux en Afrique. Vous voyez, c'est pour le moment. Et puis nous nous arrêtons aussi à Munich et à Berlin où des centaines de milliers de jeunes migrants viennent chercher du travail. Aujourd'hui, une nouvelle vague d'immigration en provenance des pays du sud de la zone euro. Ils sont actuellement des centaines à Rome, place Saint-Pierre, à se poser cette question. Ne vois-tu rien venir? 9 regards sont braqués sur la cheminée de la chapelle Sixtine qui pour l'heure n'a laissé échapper que de la fumée noire. Un peu de scrutin qui ne passe pas. Les fidèles répondent patience, tandis qu'à Notre-Dame de Paris, on est prêt à célébrer une messe dans les minutes qui suivront l'élection du nouveau pape. En tout cas, ce qu'indique cet après-midi le recteur de la cathédrale parisienne. Anaïs Fega, vous êtes à Rome pour France Info. Alors que font les cardinaux depuis le début de cette nouvelle journée de conclave? Alors concrètement, ils ont voté 2 fois ce matin, mais aucun des scrutins n'a permis à un nombre de recueillir 77 voix, donc ils ont brûlé les bulletins des 2 tours de vote à 11h38. On a vu cette fumée noire s'échapper de la cheminée du toit de la chapelle Sixtine avec un petit coup de stress quand même, hein, parce qu'avec le vent, elle est devenue à un moment donné un petit peu plus claire, mais enfin elle était bien noire. Et puis à la mi-journée, les cardinaux sont repartis à la résidence Sainte-Marthe qui se trouve dans l'enceinte du Vatican. Alors au choix, ils peuvent y aller à pied, en minibus, c'est proche de la chapelle, 500 mètres à peu près.
Un repas assez frugal, je vous rappelle que c'est carême, donc pas d'excès, ils mangent des soupes, des légumes, des pâtes, mais quand même un petit verre de vin s'ils veulent. Les cardinaux ne sont pas privés d'ailleurs de critiquer le menu, hein. Certains ont fait remarquer qu'on mange assez mal à la résidence Saint-Marthe, et puis c'est vrai qu'on les avait vus assez nombreux dans les restaurants du quartier, là dans le Borgo autour de Saint-Pierre ces derniers jours, profiter de la bonne cuisine italienne. En tout cas, la pause repas n'est pas anodine, elle permet de discuter, de faire le point, parce que dans la chapelle Sixtine, c'est le silence. Les cardinaux ne prennent la parole que pour les prières ou pour les formules à prononcer. À chaque fois qu'un cardinal, par exemple, met son bulletin dans le mur, on prononce ces mots: je prends à témoin le Christ Seigneur qui me jugera, que je donne ma voix à celui que selon Dieu je juge devoir être élu. Donc vous savez que les cardinaux votent l'un après l'autre, chacun se lève, porte son bulletin bien visible au-dessus de la tête, va se rasseoir au suivant. Les opérations de dépouillement sont longues aussi, il y a 3 scrutateurs, et puis donc à la fin, on brûle tous pour ne pas laisser de traces. Et si jamais un cardinal parvient à rassembler 77 suffrages, la majorité de 2 tiers, eh bien il devient le nouveau pape et il se présente aux fidèles. Oui, c'est ça, mais alors pas tout de suite. Hein. Alors je vous parle. Et là aussi, ça prend du temps. Ouais, voilà, ça prend du temps. Hein. Au moment où le cardinal obtient 77 voix, il reste à sa place et puis le cardinal Ré lui pose 2 questions. Acceptes-tu ton élection ? Quel nom choisis-tu ? Et à ce moment, on brûle les bulletins de l'extérieur, c'est là qu'on voit sortir la fumée blanche. Ensuite, le nouvel élu passe dans la chambre des larmes, c'est en fait la sacristie de la chapelle Sixtine. Il enfile le vêtement blanc de pape. Alors vous savez que par précaution, on a préparé 3 tailles de vêtements. Et puis il retourne dans la chapelle Sixtine, là il y a un moment de prière, on lit l'évangile. Chaque cardinal vient ensuite le saluer l'un après l'autre et lui faire un peu acte d'allégeance. Et à ce moment, le cardinal protodiacre, en l'occurrence le français Jean Mitterrand, apparaît à la loge de la basilique Saint-Pierre pour le fameux Habemus Papam, nous donne le nom de l'élu.